Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Eh bien le bonjour les amis du Wargame, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, en compagnie de Brother Maxou, votre serviteur, pour un nouvel épisode de la rubrique Gazette. Et à ce sujet, vous me direz tous, mon Dieu, mais déjà... Bah oui, ouais. C'est déjà une nouvelle gazette, alors que l'ancienne a à peine moins d'un mois. Plus d'une fois, j'ai formulé le vœu de ne pas faire dans le commentaire d'actualité systématique. Mais là, j'ai envie. Hier, c'était l'Adepticon. Oh, bah ouais, j'ai juste envie d'en parler. Donc, pour une fois, sombrons un peu dans la facilité, dans le commentaire, dans la review à chaud. Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère. Et bon, même si il y a à peu près 120 Gugus qui mèneront exactement le même genre d'exercice, mon point de vue fera peut-être la différence parmi cette galaxie d'influenceurs, youtubeurs, tiktokers. Bon, bah en gros, c'était l'Adepticon. Donc aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Je ne vais pas revenir sur les news fraîches de Games Workshop et encore moins sur les news fraîches du podcast et de l'association qui va avec. Tout simplement parce que il ne s'est rien passé en l'espace de moins d'un mois naturellement. Bon, cependant, je ne vais pas le dire tout le temps, mais restez dans l'actualité. Les prochaines réunions Super Warp, les prochains événements, le Blood Bowl Challenge, etc. Tout ceci est noir sur blanc sur Discord, donc n'hésitez pas à y aller si ce n'est pas encore le cas. Mais donc, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le dernier gros événement en date. Il me semble bien que c'est le plus gros de l'année, ce truc-là, traditionnellement. On ne sait plus trop, tant en fait, on croule sous les actualités, toujours avec Games Workshop. C'est assez... c'est tellement intense qu'on a bien du mal à suivre le rythme. Plus d'une fois, je l'ai soulevé, mais nous, l'activité qu'on mène, encore plus lorsqu'on est un joueur un peu narrativo-fun, on va dire, l'exercice du hobby tel qu'on le pratique est toujours vu sur le temps long et on a bien du mal en fait à rester dans ce temps long face à une véritable tempête de nouveautés qui sont bien souvent susceptibles de bouleverser notre petit planning, nos petits projets. Mais néanmoins, on aime quand même ça, on va pas se mentir, tout ce temps qu'on est là, se manger de la nouveauté par hectolitre, ça fait toujours du bien. Et pour ma part, ça me fait encore plus de bien parce que en ce moment, je suis vraiment dans une période où Warhammer 40 000 me gonfle. Mais alors, au plus haut point. Honnêtement, la coupe est pas loin d'être pleine. Je n'en peux plus de ce jeu. La direction qu'il aura prise en fait durant cette dernière année écoulée me déprime complètement. C'est en totale contradiction et de plus en plus avec moi, la manière dont je vois le jeu. Donc naturellement, je m'en éloigne via plein de moyens. Les petits formats, le board in action, le jeu narratif et Horus Heresy. Mais tout ceci, nous en reparlerons plus tard. Aujourd'hui, place à la nouveauté, place aux figurines et aux commentaires de qualité aléatoire venant de moi. Donc tout d'abord, il faut revenir sur ce qui est quelque part une composante désormais fondamentale des événements en ligne Games Workshop, c'est la technique. Le dernier gros événement s'étant déroulé à Atlanta était déjà une calamité. En termes de technique, il n'y a rien qui allait. Le son était foireux, l'image tremblait, les lancements de jingles, de vidéos arrivaient toujours au pire moment. Ils ont refait pareil. Mais là, moi, je me mets je me mets à la place, si vous voulez, d'un actionnaire majoritaire de ça. Tu vois, il a investi des millions dans le truc, il sait juste que ça rapporte du flouze. En gros, il s'intéresse pas du tout au machin. Cependant, son petit conseiller lui a dit Monsieur, regardez, c'est l'événement en ligne que tout le monde attend, venant de la firme auprès de laquelle on a investi des millions et qui vont nous rapporter gros et blabla. Mais le mec, il voit ça. Mais attention,
Attention les gars, parce que là, honnêtement, la sonorisation, j'en ai bouffé. Quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais ça, enfin, je faisais des chantiers et je faisais pas mal de sonorisation pour me faire un peu de flouze. Disons que j'en ai vu de toutes les couleurs. En termes de sonorisation, en termes de matériel pourri. Si vous voulez, les fêtes au village, au fin fond de la Wallonie, j'en ai bouffé. Des foires à l'andouillette avec du karaoké, j'en ai bouffé. Des concours de cris d'animaux. Le camping où tout le monde a 2 grammes dans chaque bras dans le bassin d'Arcachon. Tout ça, c'est des manifestations où on va faire appel au son et à l'image. Bah, croyez-moi les gars que la moindre de ces manifestations dégénérées était d'un niveau technique supérieur à ce qu'on peut voir. Ici, à l'Adepticon, il y a rien qui va, mais je sais même pas honnêtement comment c'est possible. Honnêtement, moi, c'est ce que j'ai vu toute ma vie, enfin du moins durant une bonne partie de ma vie. Les clients, bah, ce sont souvent des marques, des lieux comme un hôtel, un restaurant. OK, on a un événement à faire, on fait appel à un prestataire. C'est Brother Maxou qui conduit le camion, il décharge le camion à 4 heures du matin, il installe le matériel et une fois l'événement lancé, par exemple, s'il y a un micro qui part en couille, eh bien, le petit stagiaire va vous le changer illico avec des piles toutes neuves. Ici, à l'Adepticon, le micro ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend un pour deux. Alors, à la régie, le mec était manifestement dans une forme de panique totale. Les niveaux sonores changeaient sans arrêt. Les lancements de vidéos se faisaient alors que les mecs continuaient de parler. Enfin, c'est la cata. C'est la cata. Je sais même pas comment c'est possible de faire de la merde à ce point, quoi. Ou alors, je sais pas, tout le staff était défoncé. Enfin, il y a vraiment un truc qui va pas. Games Workshop, honnêtement, confiez ça aux professionnels. Ça vous coûtera un effectif de 2 personnes, un petit voyage en camion, un peu de matériel. Ça vous coûtera peut-être de 2 à 3 000 balles. Ça les vaut. Ça les vaut parce que là, mais vous passez pour des bouffons, quoi. Vraiment des bouffons. Il y a rien qui va, ça sature, ça merde tout le temps. Le bandeau de problèmes techniques, là, mais il est bienvenu 3 ou 4 fois. Il y a eu tout un passage de l'émission où le son ne fonctionnait plus. Enfin, wow. Vraiment de la technique de très très haut vol. Honnêtement, même quand j'avais 19 ans et que je voulais saboter un événement, c'était pas pire, quoi. Donc, incompréhension manifeste de ma part par rapport quand même à une firme qui est cotée en bourse, qui a des investisseurs mais énormes, hein, du genre BlackRock et tout. Mais vous imaginez hein, que les têtes dirigeantes de tous ces groupes-là, la tentaculaire du grand capital, ils voient ça, mais qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces bouffons, quoi? Bref. Mais en tout cas, ça semble être devenu traditionnel, la technique complètement foirée. Honnêtement, c'est pénible, hein. Moi, j'ai pas mal saigné des oreilles. Déjà, tu fais l'effort d'être debout à 2 heures du matin. Tu vas te coucher à presque 4 heures. Et putain, tu subis là, ce son qui sature, qui grésille, qui change de niveau. Mais waouh! Franchement, c'était pénible. J'ai été maintes fois tenté en fait de leur couper la chic et de regarder le truc comme si je regardais des poissons dans un aquarium. Mais bon, bah non, j'ai tenu bon jusqu'au bout. Mais bon, toujours terrible. Hein. Vraiment, côté technique, c'est terrible. Je sais pas comment en 2026 on peut en arriver là. Donc, bah, messieurs, s'il vous plaît, appelez une petite entreprise de sonorisation, de prestation image et son. Ils vous feront ça très bien. Et ils feront des tests avant. Si tu veux, quand tu commences une émission, la moindre des choses, c'est de faire des soundchecks, tu vois, de vérifier que les vidéos se lancent bien. Là, les mecs, ils ont rien testé, hein. Ils y sont allés sans parachute, YOLO, quoi. Bref, fin de la parenthèse. Mais bah, le fait est qu'à chaque fois, ça nous donne une ambiance bizarre, ces événements, parce que on est complètement épaté devant la maestria des visuels qui nous sont présentés, devant la beauté des figues qui va avec, et le tout avec un emballage technique, mais qui est même pas du niveau d'un clip vidéo gag que commentait Bernard Montiel dans les années 90. C'est absolument désastreux. Le pire des youtubeurs a un setup technique qui est beaucoup plus chiadé. Vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Bon, bah, gageons que ce sera pareil la prochaine fois. Et du coup, en fait, dans cette espèce de tempête technique, bah, parfois on ne comprenait pas tout. Et l'événement s'est ouvert justement avec une espèce de teaser concernant la Légion d'Acier.
Bah, j'ai même pas compris, en fait. J'ai même pas compris, ce dont il était question. Vite fait, tu comprends que le truc sera refait un jour, pourquoi pas dans 2 ans. Mais globalement, en fait, on n'a pas c'était tellement le pandémonium au début qu'on n'a pas saisi, en fait, en quoi consistait, cette annonce. Elle consistait, je pense, à répondre, à une espèce de micmac qui a eu lieu en ligne concernant la Légion d'Acier. Évidemment, on a annoncé le retour de Yarick. Il y a, je pense, une bonne partie des gens qui s'attendaient à la résurgence de la Légion d'Acier. Ça n'a pas été le cas et en lieu et place de ça, Games en fait nous a vendu par exemple une petite vidéo d'un soldat de Death Corps of Krieg repeint façon Légion d'Acier, faisant quelque part aveu de non en fait de la non actualisation de cette très ancienne gamme. Et donc apparemment s'en est suivi une espèce de shitstorm. Moi, honnêtement, je n'en ai pas vu la couleur de ce shitstorm parce que généralement, les endroits où je vais, il n'y a que des gens sympas. Donc c'est sûr que si vous traînez dans les bas-fonds de Twitter ou de Reddit, là, vous êtes confronté à la lie de l'humanité hobbyistique et évidemment, vous avez le droit à tous les commentaires d'une commu toxique. J'ai envie de dire, les gars, n'allez pas là-bas et restez à la maison, restez là où le feu est bon et les saucisses sont chaudes. Restez en bonne compagnie pour vous épargner en fait ce genre de réaction parce que moi, pour ma part, c'est simple, des réactions de ce type, je n'en ai vu aucune. Donc la Légion d'Acier, cool story bro, en gros ils nous disent que ce sera refait un jour, tant mieux hein, j'ai envie de dire. Moi honnêtement, la gamme Krieg en fait actuelle, elle me ravit tellement et je trouve en plus ça a une sacrée gueule en fait peint avec ce schéma Légion d'Acier. Bref, pour moi, c'est un non-sujet. Je trouve qu'en fait, parmi les régiments de la garde, il y a des choses à faire avant, comme une kill team catachant, par exemple. Ça, j'aimerais beaucoup. Mais voilà, la Légion d'Acier, elle aura peut-être lieu un jour. Je trouve qu'en fait, moi, je trouve que ça fait quand même un petit peu doublon avec Krieg. Certes, il y a plein de détails qui changent, hein, mais dans l'esprit, je trouve quand même que c'est très proche et honnêtement, j'aimerais voir mis à l'honneur un autre régiment que celui-là, si on devait prendre des mesures d'urgence. Bon, en tout cas, voilà, c'était une ouverture d'événement un peu maladroite, à mon sens, à ce sujet. Mais on allait bientôt rentrer dans le dur, et ce dur, ça commence par l'annonce de la nouvelle campagne d'Armageddon. Donc ça ne vous aura pas échappé, il y a quelques moments, on nous a directement annoncé le retour du commissaire Yarick et la résurgence de cette bataille sans fin qui a lieu sur Armageddon. Là, moi, honnêtement, d'un point de vue très personnel, ça m'a gonflé. Je vous explique pourquoi. Je comprends la joie en fait des fans de Yarick d'assister à son retour. Mais Armageddon, ça fait longtemps en fait qu'on en bouffe quoi. Moi, j'ai la certitude qu'en fait que tout ça là, ça ne fera pas avancer d'un chouïa le lore. On va nous justifier loristiquement parlant, en quoi, comment il a pu avoir lieu ce retour de Yarick. Mais j'ai envie de dire, pour ma part, je m'en fous complètement. Ce sera immanquablement lié en fait à l'actualité récente qu'il y a eu sur Armageddon. Je vous rappelle qu'on avait eu un petit supplément de campagne sorti il y a pas longtemps dans cette V10 qui mettait pas mal en avant les Space Wolves et les Grey Knights. Je pense que Games en fait va établir un pont entre ce truc-là et honnêtement, c'était assez inintéressant de mon point de vue. Je pense qu'il y aura un pont qui sera fait entre ce supplément de campagne sorti en V10 et ce chapitre final de la V10 avec le retour du commissaire Yarick. Moi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous, en fait, de voir revenir Yarick. La figue est très cool, même si sans la moindre surprise. Mais Armageddon, si vous voulez, on en a tellement bouffé qu'au bout d'un moment, moi, j'exprime le souhait d'aller voir ailleurs, tout simplement. Il y a bien d'autres choses à faire pour avoir des avancées significatives du lore. Là, récemment, on a parlé des arches fatidiques et c'était cool. Là, honnêtement, pour cette fin de V10, je ne pense pas que les choses vont se bousculer autant qu'avec les arches fatidiques, ça me paraît évident. Et le retour de Yarick,
pour ma part, c'est un non-événement. C'est juste en fait la continuation de quelque chose qui a toujours existé, la guerre sur Armageddon. Donc, bah, pourquoi pas? Et à vrai dire, j'ai envie d'être surpris à ce sujet. Peut-être que le lore sera sympa. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi, à aucun moment, en fait, ce truc ne me passionne. Parce que bah, même si on a eu le droit à une vidéo mais super stylée, bah, cette vidéo elle nous fait voir des orques contre la garde et du coup en fait une garde qui est principalement incarnée par les Kriegers, hein. Il n'y a pas vraiment de traces de la Légion d'Acier là-dessus. À vrai dire, cette Légion d'Acier, ça fait tellement longtemps qu'elle fait la guerre qu'à force, en fait, son effectif, il a dû être réduit à néant. Donc, bah voilà. Armageddon est de retour, ça va être la guerre sur Armageddon comme ça l'a toujours été. Bon, cool story, pour ma part, ça ne m'enchante guère tout ça, mais bah, je ne demande qu'à être surpris par l'éditeur. Et du coup, bah, dans le sillage d'Armageddon, évidemment qu'on allait avoir des nouveautés qui allaient avec, et ça commence par un nouveau big boss à moto qui s'appelle Wazdaka Gutsmek. Bon, bah, j'ai maintes fois pu parler des motards orques, hein, des figurines en fait de motards qui ont pris quand même un petit coup de vieux. Et à l'époque, dans les émissions orques, je vous avais parlé en fait des alternatives que vous pourriez trouver chez d'autres éditeurs comme chez Artel Miniatures, Daka Daka Store, Monsieur Bricolorque, etc. Bah là, on a quand même un vrai big boss à moto, hein, qui est quasiment une figurine sur un socle scénique, hein, vraiment une moto qui prend son envol. C'est d'une agressivité totale. Il y a vraiment un petit look de MC là-dedans, avec la veste en cuir et tout. Bon, ça tue, hein, évidemment que ça tue. C'est complètement pétaradant. Ça doit être un véritable bonheur à peindre. La figurine bah, regorge de détails, comme ce petit grotte à lunettes là, qui est vraiment excellent. Le design de la moto, il tue. Donc je me suis dit, ah ok, c'est enfin le retour des motards orques. Ben non. Non, 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 ce n'est que lui. Les figurines standards de Motard Orc demeurent inchangées. Et bah, là, c'est vrai que moi, pour ma part, ça a été oh non, ils ont pas fait ça, ils ont pas fait le boulot à moitié. Bah, à vrai dire, si. Bon. On pourra pas dire à l'issue de cette émission que Games Workshop a fait le boulot à moitié, mais concernant les orques sur Armageddon, pour l'instant, il faudra se contenter de ça. Et bah, le mec, en fait, c'est vrai qu'il va complètement dénoter par rapport à ses compagnons à deux roues, hein. À mon sens, on aimerait avoir une nouvelle gamme avec bah, ce même élan, cette même folie, ce même aspect complètement pétaradant dans la cylindrée, quoi. C'est absolument cool. Donc, bah, très très belle figurine d'ouverture dans tout ça. Un nouveau Big Boss Orc à moto qui pète de partout, mais en ce qui concerne bah, ces petits suivants, j'ai envie de dire vivement que ça ait lieu également. Et pour lui faire face, naturellement, il fallait lui trouver un héros du côté de l'Imperium. Et bah, ici, on va parler d'une héroïne, la commissaire Graves, qui va vous être proposée en deux versions. Donc, une version à pied, que pour ma part, je juge un petit peu timide. Honnêtement, c'est une figurine très réussie, il n'y a pas de doute. On a un peu ce côté commissaire un peu plus emmitouflé, hein, on sent les cuirs plus épais, la petite fourrure. Ça lui donne un look assez particulier. Pour une fois, le visage féminin, honnêtement, il est très beau. Je trouve ça très bien sculpté. Games, en fait, historiquement, a toujours eu du mal à nous faire en fait des beaux traits féminins qui ont bien de la gueule et tout. Ici, honnêtement, c'est très très finaux. Mais évidemment, le gros morceau, ça va être sa variante montée. Alors, je ne sais pas si ces deux figurines feront partie du même kit, mais bah, dans sa deuxième version, cette petite commissaire Graves, elle va chevaucher un énorme véhicule qui porte même un petit nom, le Vigilance. Et donc, c'est un véhicule de type Centaure dont nous parlerons juste après. Mais là, bah, là, ça plaisante pas, hein. Ça plaisante pas du tout. On a un QG de toute beauté sur un véhicule, mais complètement signature, complètement armuré de partout. C'est tellement en fait impérial dans l'esprit qu'on a une espèce de châssis qui nous rappelle les véhicules anti-émeute, mais
ornementé de partout, armuré de partout, avec une suite qui est juchée en fait sur ce transport, des figurines toutes plus belles les unes que les autres. C'est tellement chouette tout ça. Bon, oh là là, ça, tu mets ça sur une table, mais d'office, ça a une gueule terrible, hein. C'est de toute beauté, la bannière est de toute beauté, les poses sont trop cool. Et ça, ça fait partie des kits en fait qui vont vous donner des idées à n'en plus finir, hein. Que ce soit pour réaliser un proxy de ce personnage ou pour alimenter une création de votre propre cru. Là, on est sur du kit absolument premium. Donc, Commissaire Graves, pour moi, c'est un grand oui, hein, vraiment. Ça a une gueule folle. Ça a une gueule folle, tout simplement. Ça faisait longtemps, en fait, que j'avais pas vu une véritable incarnation à la fois de la puissance et de la foi impériale dans une figurine. On est un peu sur le même type de truc iconique que, par exemple, Morvenval et ses exo-harnais. Je trouve qu'on est dans quelque chose d'assez débridé, mais tellement, en fait, empli de toute l'aura de l'Imperium. C'est excellent. C'est tout simplement excellent. Et pour continuer en fait dans la série, là on a le droit à quelque chose de beaucoup plus exotique. Il s'agit de l'inquisiteur Crawl, un inquisiteur mais totalement à l'ancienne, qui fait partie naturellement de l'Ordo Xeno. Ça, on s'en rend compte bien vite en voyant la tronche de sa monture. Une monture nommée le Garalisk. Alors là, il me semble avoir déjà vu ce nom quelque part. Je fais appel à vous, mes très chers commentateurs. Je sais plus d'où ça vient, ce machin-là. Est-ce que c'est la première incarnation ou est-ce qu'on a déjà vu ça ailleurs ? Il y a un petit côté bestiole croûte, mais bon, elle est vraiment chelou parce qu'elle a 6 pattes. Mais là, encore une fois, une figurine, waouh! Un sacré kit, encore une fois, c'est détaillé de ouf, hein. Le mec a un style tout droit venu en fait des conquistadors. C'est assez merveilleux, hein. Et là, on a vraiment une vision très personnelle de ce qu'est un inquisiteur de l'Ordo Xeno. Et c'est vrai que moi, j'imagine bien en fait ce mec évoluer à la tête, par exemple, d'une guilde marchande, quoi. Voilà, qui conduirait une flotte de libres marchands. Mais waouh, là, en termes de figurines, là, c'est trop beau en fait, quoi. Et ça inspire tellement de projets. Je vais pas revenir sur ce que sont les libres marchands, mais c'est une espèce de cocktail explosif d'influences historiques avec vraiment un cahier des charges esthétique, mais qui est riche à crever. Là, on est vraiment dans cet esprit-là. On est dans une figurine très ornementée qui ratisse, mais tellement large en termes d'influence visuelle, historique, culturelle. C'est tout simplement à tomber par terre. C'est une superbe figurine d'inquisiteur qui tranche véritablement avec ses petits collègues, quoi. Donc très bien. Et on enchaîne avec une Dogmata supérieure, Intransa Frey. Alors là encore une fois, la première fois que tu la vois, ce genre de figurine, tu te dis waouh, la claque, quoi. La petite claque. J'aime tout là-dedans. J'aime absolument tout. Par contre, je trouve ça énormément statique. C'est très droit, c'est tout plat, il n'y a que des angles droits. C'est très statique tout ça. Après, voilà, c'est un genre de fauteuil sur pied. Donc, on imagine mal naturellement le truc en situation de sprint. Mais je trouve ça quand même très statique. Il y a un petit truc un peu triste en fait dans tout ça. Pour le reste, honnêtement, on est sur de l'Adepta Sororita pur jus. C'est ornementé de fou. Il y a des bras zéro, il y a des crânes, il y a des dorures. C'est de toute beauté. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu maladroit dans la pose, dans l'allure générale. Je me demande si d'ailleurs ce sera contournable, parce que je pense que d'office on est toujours sur une figurine très statique. C'est très monolithique ce truc-là, hein. Tu le poses quelque part, il va avancer lentement. Mais en fait, ça aurait juste pu être mieux avec un peu plus de mise en scène. Là, voilà, on a juste un petit pied surélevé sur un des fameux rochers tactiques, hein, tellement à la mode de nos jours. Ça aurait pu être quelque chose de plus glorieux en termes de pose, tout simplement. Là, c'est très statique. Et la Dogmata elle-même, elle est juste assise avec l'œil un peu méchant, hein. Elle a l'air assez déterminée, cette petite dame. Bref, à mon sens, ça aurait pu être mieux.
Honnêtement, c'est quand même un régal, hein. Je pense que ça, à peindre, vous allez vous éclater. Mais voilà, pour ma part, j'estime que ça aurait pu être un peu plus excentrique en termes de pose. Il y a pas assez, voilà, on aurait bien aimé avoir un petit bras, en l'air, voilà, quelque chose d'un peu plus mobile. Là, pour le coup, ça ressemble juste à un gros fauteuil et c'est vrai que cet aspect, en fait, plateforme qui repose uniquement sur 2 jambes, bah, il y a un côté un petit peu grotesque là, ouais. Ça peut se discuter, alors que tandis qu'une figurine comme Junit là, qui est pareil, elle, sur une espèce de de fauteuil quoi, bah, il y a quelque chose de plus frais en fait dans le design, il y a quelque chose de plus innovant, tout en restant mais i infiniment en fait raccord avec l'esprit, des Sœurs de Bataille. Là, il me manque un petit quelque chose, mais je pense que là encore, c'est le genre de kit qui peut vous donner plein d'idées et bah, ce truc, on pourrait très bien l'imaginer, par exemple, sur des chenilles, pourquoi pas carrément en faire une plateforme anti-grave. Peut-être qu'il y a moyen d'esquiver ce truc un peu bête de la plateforme sur 2 jambes, qui là, en fait, on dirait un jouet des années 80 un petit peu, quoi. En tout cas, bon, en matière d'apparat, c'est quand même le haut du panier. Ça envoie pas mal du lourd, quoi. Donc vous me direz: «Bah ouais, bah là, on enchaîne les tueries, hein, à 40K, c'est magnifique et tout». Bah ouais, mais les gars, depuis le début de cette émission, je n'ai fait que vous exposer, eh bien, des personnages nommés. C'est simple, il n'y a que ça. Tout ça, ce sont des personnages nommés et on n'a pas du tout l'assurance que la chose soit déclinée dans une version générique. Et à vrai dire, je ne crois pas du tout, même si, en fait, à l'avenir, on peut s'imaginer plein de choses, hein, notamment avec la sortie récente de l'outil Crucible of the Champions dans le Maelstrom qui vous permet en fait de créer vos propres personnages. Donc on peut s'imaginer que ce genre de truc sera déclinable avec notre propre lore, nos propres QG, etc. Cependant, je ne pense pas que ce sera chose facile. Et là, bah, on est de facto, on est dans cette mouvance-là. 40K s'articule énormément ces derniers temps autour des personnages nommés et toute cette vague de nouveautés ne fait que le confirmer. Mais on va partir dans des choses plus génériques, mais néanmoins tout aussi réjouissantes, avec une bonne petite salve de véhicules de nos amis de l'Astra Militarum, en commençant par le Centaur RSV, donc qui sera un véhicule de transport assez rapide, hein, qui est une alternative tout simplement à la chimère lorsque l'infanterie elle a besoin de se déplacer plus vite d'un théâtre d'opération à l'autre. Bah, ce petit centaure, honnêtement, il fait bien plaisir, hein. Si je devais faire le parallèle avec un véhicule existant, il nous rappelle un petit peu le Taurox. Bah, cependant, je pense qu'ici, il sera bien mieux accueilli. Le Taurox, en son temps, naturellement présentait des partis pris en termes de design qui pouvaient diviser. Ici, je trouve que la chose est bien plus harmonieuse, même si on retrouve un peu cette espèce de petit bloc de chenille à l'arrière qui, pour moi, demeure un petit peu disgracieux. Enfin, je trouve que là encore, ça aurait pu être peut-être un peu mieux dessiné, mais néanmoins, bah, c'est un petit transport tout à fait cool, quoi. Et c'est accompagné de près par ce qui est cette fois un véritable tank, hein, un petit tank de bataille, mais cependant de bien plus petit format. Il se dénomme l'hippogriffe AFV et c'est tout simplement une petite unité blindée très mobile avec quand même une longue puissance de feu, enfin je veux dire une puissance de feu à longue distance et qui est entièrement sur roue. Donc design véritablement atypique au sein de la gamme Astra Militarum. Là, honnêtement, les influences d'ordre historique, elles sont assez nombreuses, enfin, à vrai dire, tout comme pour le Centaure, hein. De loin, on pourrait se croire un peu dans Bolt Action, hein, les gars, si on fait le parallèle avec certains véhicules qui a réellement existé, on peut faire même beaucoup de parallèles. Et donc, ce petit hippogriffe, il est entièrement sur roue, et je trouve le châssis, il est tout simplement excellent. On a 6 roues là, on sent vraiment le truc rapide, tout terrain, bien blindé. Et cependant, ils lui ont greffé une tourelle dont l'inspiration en fait vient tout droit du récent kit du Rogaldorn. Bah, cette tourelle, moi, elle me fait pas trop kiffer. Je la trouve un peu trop grosse, je la trouve en fait disproportionnée par rapport au reste et du coup ça nous fait une figurine un peu en deux temps.
qui pour moi demeure un peu disgracieuse. Donc le choix, honnêtement, il est assez discutable et à vrai dire, je ne sais pas trop ce que les gens en penseront. Je n'ai pas lu en fait pour l'instant trop, à part sur le petit Discord de Ruralamer, mais j'ai pas vraiment lu de commentaires liés à toutes ces nouveautés. Donc je ne sais pas trop encore comment ces choses-là seront accueillies. Pour ma part, je vais pas vous mentir, c'est un peu en demi-teinte. J'aime bien, mais je suis pas hyper fan non plus. Cependant, en fait, via ces 2 véhicules, bah ça les gars, c'est de la machine à kit bash total, hein. Moi, quand j'ai vu le Centaure, directement, je l'ai imaginé complètement rempli d'agents de l'Adeptus Arbites. C'est tellement le style, quoi. C'est complètement dans cette veine-là, des véhicules en fait d'intervention blindés, mobiles et tout. Ouais, là, c'est cool et je pense qu'en fait, ces tanks-là, ils vont être des futures stars, en matière, en fait, de personnalisation. L'hippogriffe, là, il y a moyen d'en faire tellement de trucs parce que comme je vous l'ai dit, le châssis, enfin, de base, vraiment le châssis de base avec ces 6 roues là, on peut en faire tout ce qu'on veut, hein. Si vous jouez Genestealer Cult, par exemple, c'est tout à fait dans le bon esprit, hein, ce design de châssis-là. Donc, bah, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ces 2 nouveaux véhicules. Pour moi, j'aime bien sans être fan non plus, mais je pense qu'ils auront beaucoup à nous offrir. De toute manière, il suffit de voir les quelques photos, hein, quand on voit des membres embarqués directement dans le Centaure, ça a vraiment de la gueule. Ils se préparent à sortir et tout, là, c'est quand même bien tripant, quoi. Et moi, pour ma part, je trouve qu'en fait, ces petits ajouts, ils font beaucoup de bien à une gamme Astra Militarum. Et c'est vrai que dès lors qu'on raisonne en termes d'armée à thème, bah, ces petits véhicules-là, moi, je les vois bien avec du catachant également. Voilà, c'est tout simplement des puits d'idées, je pense. Et j'ai hâte de voir en fait ce que va nous donner le visage de la garde dans le futur. Parce que à l'heure actuelle, bah, on est toujours sur soit du Cadia, soit du Krieg. Bon, là, honnêtement, ces nouveaux véhicules, je trouve qu'ils font beaucoup plus Cadia que Krieg. Mais est-ce que vraiment ça va changer le visage des listes Astra Militarum qu'on se coltine un peu depuis la V9? J'en ai parlé des dizaines de fois, mais ce côté un peu foire au boudin où on aligne plein d'unités différentes sans véritable ADN régimentaire. Honnêtement, je ne sais pas ce que ces nouveaux véhicules apporteront de plus au moulin. À mon avis, rien. Par contre, bah, ces véhicules, ils sont là pour longtemps et je pense que tous, autant qu'on est, on a envie de les voir décliner dans plein de formes différentes et je pense que ça va accompagner bah, tout ce qui va être globalement des armées d'humains, hein. Les gars qui font des armées à thème complètement folles comme une compagnie de mineurs par exemple, bah, ce genre de petit ajout de véhicules va leur faire un bien fou. Donc énormément finalement de potentiel dans ces nouvelles sorties, quoi. Évidemment, la chose vous sera proposée au travers d'une grosse boîte, hein, la boîte de bataillon Armageddon, où vous allez retrouver 2 hippogriffes, un centaure, un Rogaldorn et une escouade, hein, donc une grosse boîte pour un peu faire main basse sur toutes les nouveautés. Et du côté des antagonistes, on va retrouver également pas mal de trucs avec des nouvelles combat patrol qui sont bah, encore une fois très thématiques, donc j'imagine qu'elles seront celles-ci à effectif limité, hein, comme d'hab. Maintenant, il faut aussi faire tout ce qui est limité, bah, c'est mieux. Et donc, bah, on retrouve une petite patrouille orc avec une vraie petite armée d'hélicoptères qui fait bien plaisir, un big boss en buggy et un buggy lanceur de squig. Donc, une petite troupe d'attaque rapide qui fait toujours bien plaisir. J'adore ces figurines, honnêtement, c'est de toute beauté. Et on va trouver également une combat de patrol Deathwatch avec 2 kits complets de la nouvelle kill team Deathwatch accompagnés de leur volant, hein, le petit Corvus Blackstar si je ne me trompe. Voilà, petite combat de patrol très sympa aussi. Bon, le contenu est un peu chiche, hein, dans tout ça, on va pas se mentir. Et on finit sur une combat de patrol cette fois avec les sœurs de bataille qui vous offrent une petite escouade d'exo harnais, une escouade de novices, une escouade de Ripentia avec une
platine, je ne crois pas me tromper à ce sujet. Bref, 3 petites combats de patrol qui sont tous à peu près dans le même ordre d'offres, hein. C'est à la fois équilibré, tout est jouable là-dedans, c'est thématique également. Donc signé, on prend et ça marque la fin de cette petite parenthèse d'Armageddon. Donc quand même un supplément de campagne qui est bien accompagné en termes de nouvelles sorties. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas véritablement de gros coups de cœur. Naturellement, je vois tous ces véhicules là extrêmement prometteurs, voir un véhicule de centaure de commandement avec une commissaire trop stylée dessus. Naturellement, ça me parle, mais voilà, pour l'instant, à cette heure de l'émission, je n'ai pas encore eu le gros coup de cœur. Bon, pour la suite, je vais passer très très vite là-dessus, mais si vous n'avez pas d'idée de cadeau pour mon prochain anniversaire, eh bien sachez que Weta Workshop nous sort une figurine de Méphiston. Donc à votre bon cœur, Weta, c'est toujours des objets de rêve quelque part, mais pour ma part, ça ne me fait jamais trop flancher, hein. C'est juste des gros jouets avec une qualité de finition naturellement qu'on ne retrouve pas ailleurs. Quand on voit le prix, certains en fait hallucinent un peu, mais honnêtement, pour avoir déjà vu devant les yeux ce genre d'objet, hein, des grosses figurines Weta, honnêtement, en fait, ça les vaut, hein. Le travail là-dessus, il est mortel, hein. La peinture, c'est à la main. La sculpture, la finesse de sculpture, elle est complètement folle. Weta, c'est ça, hein, c'est l'absence de compromis total dans un peu le rayon statuette, quoi. Et ce Méphiston n'échappe pas à la règle, évidemment qu'il est très très beau. Mais dans cette petite gazette, on ne va pas s'y intéresser plus que ça. La partie animation pour Aeronautica Imperialis, honnêtement, on ne va pas trop s'y intéresser non plus. Je trouve que le trailer en fait ne cassait pas des briques. Qui plus est, il a été complètement piraté par une technique odieuse, donc j'ai bien eu du mal à en profiter. En tout cas, voilà, on passe tout de suite à autre chose, et cette autre chose, c'est une énième édition de Kill Team qui va se voir confronter une petite troupe d'élite cadienne face à ni plus ni moins que la Terreur Rouge. Alors la Terreur Rouge, hein, vraiment une figurine qui ressort du fond des âges. Moi, elle existait déjà quand je jouais à Warhammer 40 000, même en V2, il me semble, hein, c'était vraiment très très ancien ce truc. Eh bien, cette Terreur Rouge fait sa réapparition et on peut dire qu'elle impressionne, hein. On est sur une figurine tyrannide, mais waouh! Vraiment monstrueuse, hein, beaucoup plus armurée que ses congénères. On est sur quelque chose quand même de moins organique, et le truc prend forme via ouais, c'est quasiment un mini diorama, hein, finalement, cette figue. Il y a quelque chose de très intéressant dans la pose, parce qu'on est sur une figurine qui va être complètement décentrée, quoi. La majorité du corps, elle repose sur la partie droite du socle, et le truc semble tout simplement émerger de nulle part, hein, les 4 grandes griffes en avant, prêtes à vous bondir dessus. Voilà, c'est la Terreur Rouge. Honnêtement, c'est très fidèle à tous les récits que j'ai pu en lire, hein. C'est assez passionnant, hein, tous ces petits segments de lore sur la Terreur Rouge. N'hésitez pas à creuser la question sur l'Omnis Bibliotheca ou autres sources de lore du genre. Et du coup, dans cette Kill Team, on aura probablement cette Terreur Rouge accompagnée de ses sbires, donc des petits termingants, face à une nouvelle unité de la garde impériale qui s'appelle la Kill Team Spectre. La Kill Team Spectre, c'est un peu l'agence touriste, hein. On y retrouve tout simplement des vétérans, des spécialistes. On voit aux figurines que ce sont des gars qui ont déjà une certaine expérience du combat. Donc c'est taillé sur mesure pour du Kill Team, tout ça. Les figurines, elles sont irréprochables dans les poses, dans le design, tout est superbe. Ce sont vraiment des très belles figurines de soldats, avec vraiment plein de petits éléments qui font la différence, hein, comme ce gars qui court avec un lance-missile, tandis que son pote, avec un bonnet, il transporte les munitions. C'est trop mignon. Même le Vox Operator, il est super.
Il y a vraiment plein, plein, plein de détails. Ça regarde du papier, ça pointe des directions. Il y a plein de petits détails vestimentaires qui font la différence. Je pense que ça sent très, très fort le kit Kill Team de rêve qui aura mais 46 options de montage. Vraiment, là, ça sent très très bon. Cependant, on est un peu surpris par le choix de Cadia, encore une fois. Parce que là, dans l'esprit, en termes d'équipement, en termes de voilà, ce qui semble être leur art du combat, ça aurait très bien pu être du catachant, tout ça, hein. Véritablement du catachant face à la terreur rouge dans un milieu de jungle, ça aurait été très cool. Ça aurait été bien plus original et à mon sens bien mieux accueilli par tout le monde. Là, voilà, on a une espèce d'agence touriste qui, elle est formidable, hein, mais elle demeure quand même un petit peu générique malgré tous les efforts qui ont été faits. Donc, étrange quand même de voir encore une fois du Cadien s'incarner dans une unité quand même assez exotique, hein, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir dans les listes garde impériale. Donc très étrange ce choix de Cadia encore une fois, mais en tout cas ça vient planter le dernier clou sur la croix des nouveautés de l'Astra Militarum, hein, qui profite d'une part d'une gamme de nouveaux véhicules et d'autre part de cette kill team qui, à mon avis, vu le niveau de détail de la chose, je pense que cette boîte, on pourra s'en faire 2 escouades de 10 toutes différentes et naturellement qu'ils feront très bien accompagner des nouveaux petits véhicules. Donc là, en fait, avec ces nouveaux éléments, on peut se figurer un peu à quoi ça pourrait ressembler une liste garde impériale un peu plus originale à l'avenir, avec des troupes comme ça, un peu d'élite, infiltrées, des véhicules plus légers, des sentinelles. Il commence à y avoir quelque chose qui se dessine autour de ça. On avait déjà pas mal d'alternatives, hein, pour faire de la liste thématique garde impériale. Je pense notamment aux listes un peu typées Special Ops, hein, qui regroupent aussi bien du Tempestus que du Kazerkin. Eux aussi, en fait, ces nouveaux véhicules vont leur faire du bien. Et là, on retrouve un peu des troupes plus exotiques, comme cette nouvelle Kill Team Spectre. Donc, nul doute que tout cela, à l'avenir, ce sera accompagné par les détachements qui vont bien. Bref, encore une fois, il y a énormément de potentiel dans tout ça. Quant à la terreur rouge, c'est une figurine dont, à mon sens, les joueurs tyrannides auraient bien tort de se passer. Pour ma part, cependant, si je devais m'y coller, parce que lui, je suis toujours en train de parler des tyrannides, hein, ça n'en finira jamais. Le petit socle scénique, c'est bien mignon, mais tout le monde n'a pas forcément envie de faire émerger sa terreur rouge d'espèces de colonnes en pierre. Donc, potentiellement, il y a un peu de taf en matière de réadaptation pour en fait changer un peu le socle, changer un peu le décor. Néanmoins, ne boudons pas notre plaisir, cette terreur rouge. Elle tue, hein, vraiment. Côté pose, c'est un peu coucou, c'est moi, je suis la terreur rouge, hein, avec les 4 griffes en l'air. C'est le truc le plus générique qu'on pouvait trouver. Mais néanmoins, l'originalité est ailleurs, hein, vraiment dans cette espèce de grand socle un peu mis en scène. C'est là qu'on trouve un peu tout le sel de cette nouvelle terreur rouge. Et c'est beau. C'est beau, c'est tout simplement beau. Donc naturellement, ce Kill Team, il s'accompagne de toutes les nouveautés qui vont avec, le nouveau bouquin, blabla, plateau de jeu, etc. Et on y retrouve des trucs que je comprends pas. Ce sont des choses qu'on a pu voir dans Blackstone Fortress. Et moi, Blackstone Fortress, je n'y connais rien. Donc on a 2 créatures qui s'appellent respectivement l'archiviste et le Humble. Des figurines superbes. Mais là, je ne saurais trop quoi vous dire à leur sujet. J'y connais rien, donc ce sont des xénos, j'imagine. N'hésitez pas à m'instruire à ce sujet. Aujourd'hui, vous avez vu, je joue le jeu, je n'ai rien préparé, je n'ai pas lu vos commentaires, et donc du coup, dans la foulée, il y a des trucs que je ne sais même pas trop qu'est-ce que c'est. C'est le prix à payer pour une émission de réaction à chaud. Donc dites-moi plus, si vous voulez, au sujet de ces 2 gros monstres que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais il est temps de remonter le temps et de partir 10 000 ans plus tôt avec naturellement l'Horus Heresy, une reveal Horus Heresy qui commence par une nouvelle déclinaison du char d'assaut Spartan, donc cette variante de Land Raider beaucoup plus grosse, là qui nous est proposée dans sa variante Prometheus. Voilà, c'est un Spartan avec des bolters. Voilà, cool story, on passe à la suite.
Et la suite, eh ben, elle est d'un tout autre niveau parce qu'on y retrouve les Ogreen. Ces fameux Ogreen, donc qui ont déjà pu exister dans la gamme Forge World, mais qui sont ici refaits dans un véritable kit plastique. Eh ben, je la tiens ici, ma première claque. Je la tiens ici, ces nouveaux Ogreen, ils sont mais fabuleux. Coup de cœur intégral au premier regard. Là, j'ai croisé les yeux de ce gros ogre avec sa tête terrible, complètement patibulaire, engoncé dans une espèce de combinaison spatiale qui le boudine, tu vois que ça lui sert. Waouh, c'est trop beau quoi. Le dessin, il est superbe, c'est original, le truc, sa tête seule est armurée dans une espèce de cage d'armure, là, c'est trop bien. C'est trop bien, là, en termes de design, mais on est au top de chez top. Et quand je revois après ça les Ogreen de 40K, mon Dieu que c'est fade, hein. Là, on se régale, quoi. C'est trop chouette. Ça fait en fait le pont avec ce qui est la direction artistique globale de la Solar Auxilia. On y retrouve un peu de... Par exemple, dans cette espèce d'armurement là qu'il a sur le haut du corps, on y retrouve un peu le dessin qui a déjà pu prendre forme, par exemple, chez les nouvelles Sentinelles, les Sentinelles très armurées. Mais là, c'est trop cool, hein. C'est trop cool, hein. Il a 2 mains bioniques là, qui sont du coup des grosses armes de corps à corps. Waouh! Ce kit, il a l'air parfait. Ces Ogreen sont parfaits. Honnêtement, je suis sur le cul. Ils sont juste trop bien. J'ai juste envie d'en avoir aux côtés de mes Iron Warriors, hein. Donc on sera sur un kit de 4 gros bonhommes. Honnêtement, les options d'armement, elles semblent nombreuses. On est très content de pouvoir les mettre à visage découvert. Et les têtes casquées, elles déchirent aussi, hein. On est sur des espèces de grosses têtes de mort. C'est hyper menaçant. Les mecs ils sont épais. C'est complètement brutal. Et cette combi là, oh mon Dieu, mais c'est la meilleure combi du monde, quoi. Elle est juste trop cool. Donc voilà, ma première vraie claque de cet événement, ça se passe du côté de la Solar Auxilia avec ce nouveau kit d'Ogreen dont je suis absolument fan. Et on continue avec un autre type d'unité que j'adore, c'est les petits supports d'artillerie rapière. Donc j'en ai peint pas mal en Iron Warrior. Je trouve le kit de rapière Space Marine absolument fabuleux. Écoutez, là du côté de la Solar, ça ne déçoit pas non plus. On est tout à fait cohérent avec la direction artistique globale de l'infanterie et on y retrouve des rapières plus ornementées que la normale, hein. Ça fait un peu c'est un peu dans la même idée que les blindés de la Solar, comme le Lehman russe, auquel on a rajouté pas mal de rivets, pas mal de petites trims en métal. Ici, on en a plein, des détails comme ça. Franchement, ça régale. Des options d'armement nombreuses. On peut avoir des servants d'artillerie à pied là, qui sont trop beaux, en train de porter des munitions, et d'autres directement vissés au châssis, en train de calculer les coordonnées de tir. C'est trop cool, quoi. Ce nouveau kit rapière, il m'a l'air tout simplement parfait. Il est décliné en 2 variantes, hein, un truc de fire support, donc très typé artillerie, et une autre variante qui s'appelle direct fire, où là on retrouve des armes plus conventionnelles comme des canons laser ou des bolters lourds. Mais honnêtement, tout est très chouette, hein, là, vraiment. Moi, le kit de rapière, c'est vraiment un des modèles sur lequel j'ai pris le plus de plaisir peinture l'année dernière. Celui-là, à mon avis, ne fera pas exception. Donc, mine de rien, encore de très beaux ajouts pour la gamme Solar Auxilia qui ne déconne pas du tout en termes de style. Elle est pour l'instant un peu moins bien fournie que ses collègues du Mechanicum, hein, où là, vraiment, la gamme Mechanicum, pour moi, c'est tout simplement une des plus grosses réussites de Games ces dernières années. C'est magnifique de partout. Et oui, et je ne la fais pas, hein, c'est une honte, j'ai pas le temps. Mais la Solar Auxilia, ça envoie du lourd également. Je trouve que pour l'heure, la Solar Auxilia manque encore un petit peu d'infanterie et d'infanterie plus spécialisée. Mais nul doute que ça viendra parce que là, on a eu justement 2 nouveaux kits très spécialisés et c'est que du bonheur.
Faisons un petit détour maintenant du côté d'Underworld. Et Underworld, à vrai dire, dès que j'en parle, c'est toujours la même chose. Ce sont toujours des figurines magnifiques. Ça concerne cette fois les luminettes. Et bon, bien que moi, Underworld, je n'y connaisse absolument rien, le constat est toujours le même. Les figurines butent et peuvent représenter un excellent investissement en fait pour vos armées d'AOS, parce que là on trouve matière à voilà, avec des figurines pareilles, on peut se créer des sergents stylés, des personnages stylés de votre propre crue. Bah, ici, ça ne fait pas exception. On a des figurines luminettes de toute beauté et bah, c'est tout ce que j'ai à en dire. Du côté, cette fois, du Seigneur des Anneaux, je pense que cette reveal en a satisfait plus d'un, car c'est le retour des Cavaliers du Rohan. Bon, voilà, unité, mais plus emblématique, tumeur. Eh bien, on les retrouve ici plus beaux qu'ils ne l'ont jamais été. Moi, ça me fait toujours frétiller, cette cavalerie du Rohan. Je trouve ça, mais magnifique. Ouais, ça c'est cool, ça fait rêver. Je pense que tout le monde a été ravi de retrouver ces figurines-là, des figurines en plus qui s'accompagnent de nouvelles figurines à pied, qui sont toutes aussi belles, avec un capitaine, un guerrier avec une bannière, un autre avec un corps de guerre. Tout ceci est merveilleux, ça nous rappelle de très très beaux souvenirs du côté du Seigneur des Anneaux. Là encore, naturellement, je n'ai pas le background qu'il faut pour vous en parler plus en profondeur, mais ces petites figurines là de cavalerie du Rohan, bah évidemment que ça fait fondre mon petit cœur, c'est tout à fait beau. On les a jamais vus comme ça, les poses sont super, il y a beaucoup de mouvements dans les chevaux, qui c'est fait très très habilement. Parfois vous avez un cheval qui est uniquement attaché au socle par un sabot et ça crée vraiment un dynamisme génial, quoi. C'est vraiment très très beau, les proportions sont super, le dessin du cheval il est super. Le cheval c'est un animal véritablement très très compliqué à sculpter, j'imagine, c'est très complexe. Bah ici c'est un sans faute, c'est un sans faute, c'est de toute beauté, donc gloire au Rohirrim. Et on peut dès lors attaquer ce qui aura été pour moi le plus gros morceau de cet événement. C'est la sortie des nouveaux Cities of Sigmar. Donc les Cities of Sigmar, pour moi en fait ça a fait date dans l'histoire d'AOS. C'est un peu la sortie de faction qui à mon sens a fait tourner le jeu dans une direction artistique beaucoup plus grimdark, parce que ces Cities of Sigmar, elles incarnaient mais mieux que personne ce qu'est par exemple la dark fantasy, quelque chose qu'on retrouve dans des ouvrages comme Berserk par exemple. On était totalement dans le dark médiéval, quelque chose de hyper connoté, de hyper marqué, de super sombre, et à vrai dire qui a fait à l'époque bien des jaloux du côté de Warhammer Battle. Je ne sais même pas si Old World était encore sorti lorsque ces Cities of Sigmar ont été révélés. Je ne me souviens plus. Mais moi, en tout cas, c'était la réflexion que je m'étais faite. C'était que, ok, le jour où Old World est comme ça, je m'y mets. Eh bien, ici, cependant, dans cette nouvelle fournée de nouveautés Cities of Sigmar, on a un peu changé de cap et on est reparti vers ce KOS à de plus original, ce côté complètement fantasy 2.0. Là, les mecs, faut avouer qu'ils se sont lâchés, et même complètement lâchés, et via principalement des châteaux qui marchent. Ça s'appelle le Canonnade Cogfort et c'est tout simplement un bastion médiéval sur vérin et sur pattes. C'est un château qui marche. C'est un château qui sert de plateforme de tir ambulante. Bon, là, je crois que personne n'était prêt. Personne n'était prêt à la révélation de ce kit. C'est un truc de zinzin. C'est à mon sens un des trucs les plus ambitieux que Games Workshop n'ait jamais fait. On est sur une figurine géante, multi-format, multi-matière. C'est quasiment un diorama à lui tout seul. Ça regroupe des plateformes de tir, des plateformes où est incarnée de l'infanterie. Tout est
incroyable. Ça fourmille de détails. Le set vous est proposé dans 2 variantes. Une variante qui va plutôt servir de transport. Waouh! Mais quand on regarde les photos de détails, mais tout est ouf, quoi. Les servants d'armes, les rangements de munitions, les parties en pierre, les parties en bois, ça fourmille de détails hallucinants. C'est une aventure de peinture complète. C'est ouf. C'est complètement ouf. Le moindre détail, il semble raconter quelque chose. Le moindre servant d'armes, il a vraiment quelque chose sur son visage. C'est complètement zinzin. Vraiment, c'est complètement zinzin. On est sur une figurine, mais comme on en a, je pense, jamais vu. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Alors, ouais, tu le vois pas venir parce que là, pour le coup, on s'éloigne un petit peu de ce qu'est la dark fantasy. Mais cependant, bah, on y reste quand même férocement attaché et ça tient à des petits détails, hein. Ça tient à tous ces petits détails de ferronnerie, par exemple, à ce bois qui semble avoir beaucoup vécu, à ces tuiles anciennes, à ces plaques de tôle, à cette pierre qu'on pourrait imaginer vieillie, complètement parasitée par la végétation. Waouh, quoi! Là, c'est vraiment un gros waouh, hein. Je ne me lasse pas de regarder ces trucs. Bah là, d'ailleurs, je suis en train de bloquer dessus encore. C'est c'est tellement barge, tellement barge. Là, Games, à mon sens, il frappe un grand coup. C'est en termes de lore, on est sur un truc mais vraiment délirant avec une forge naine en son sein. Euh, c'est complètement dingue. Là, ils ont tout osé, les mecs. Ils ont vraiment passé la sixième en termes de direction artistique et ça nous donne ça. Ça nous donne des châteaux qui marchent. Mais c'est très loin d'être fini parce que les Cities of Sigmar s'enrichissent également d'une galerie de personnages qui sont tous plus fous les uns que les autres. Ça commence par Erasmus Zone, qui est juché sur une créature, mais c'est n'importe quoi. C'est une chèvre, hippogriffe, serpent. Direction artistique complètement zinzin. Une pose qui, là encore, est très très originale. Moi, j'y vois un peu une résurgence de la papa mobile. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. J'ai une espèce de pape déviant sur une créature ailée. Complètement fou. C'est complètement fou. Une fois encore, ils se sont complètement lâchés. Et d'autre part, on retrouve en fait les sorciers des différents collèges. Donc ceux qu'on connaissait dans Warhammer Battle comme les collèges de magie. Donc voilà, vous avez le feu, l'améthyste, etc. Mais ces figurines, encore une fois, elles sont folles. Complètement folles, quoi. Tout est parfait, les poses sont géniales, le design, il est mais terriblement osé, encore une fois, ce sorcier d'améthyste avec la tête dans une couscoussière, avec des figurines au-dessus de sa tête qui donnent des coups de marteau, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Les mecs, là, ils se sont dit, ok, nos limites, on y va, quoi. C'est ouf. C'est complètement ouf. C'est tout pareil du côté de Jorvan Krill, hein, qui est une espèce de mercenaire chasseur, figurine de toute beauté. Mais là encore, là quand tu joues à Old World, tu vois ça, t'es jaloux. Hein. Ensuite, une espèce de prêtre de la forge, mais qui me rappelle moi les meilleures heures d'inquisitor. Hein. Une espèce de prêtre fanatisé avec un énorme marteau de guerre. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Tous ces personnages-là, mais ils sont du même niveau. Enfin, ils sont même, à mon sens, supérieurs à ce qu'on a pu voir récemment dans Warhammer Quest, par exemple. Chacun a vraiment une vraie âme, quoi. Un vrai truc, il y a une vraie histoire. Les petits socles scéniques qui vont bien. C'est vraiment... c'est complètement fou. Et pour finir la marche de tout ça, dans le trailer d'annonce, il y avait un concept qui nous était annoncé. On nous disait « We are the walls ». Nous autres, City of Sigmar, nous sommes les murs. C'est le cas de le dire parce que là, il nous offre un couple de géants. Des géants qui trimballent des portes géantes. Nous sommes les murs. Nous sommes la porte, nous sommes la barrière, voilà, sur laquelle viendra se fracasser le mal.
Bah là, on a un couple de géants qui se trimballent des masses d'armes gigantesques et bah, ce qui ressemble à une véritable porte de château fort. Chacun a une espèce de tour de guet juché dans le dos. On avait déjà vu ça, mais à échelle plus petite, avec des espèces d'ogres qui portaient en fait dans leur dos des espèces de fusillés. Bah là, c'est la Reddit, mais avec des espèces d'ogres géants. Euh, Bah, c'est complètement barge, quoi. C'est complètement barge. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de voir, par exemple, deux gros châteaux sur pattes, là, avec au milieu, bah, les deux gros géants avec la porte. Si tu veux, on construit une citadelle, mais mobile. Mais ils ont vraiment pété un boulon, hein. Ils ont vraiment pété un boulon avec ces nouvelles filles. Il y a encore une fois là que tu regardes toutes les images, tous les close-up, mais les détails sont insane, quoi. La carnation, la peau, les sculptures des visages, mais tout est barge. Tout est complètement barge. Là encore, une énorme richesse en termes de matériaux, en termes de bois, de pierre, avec différents types de textures, différents types de veinage. Putain, c'est complètement ouf, quoi. C'est complètement ouf, hein. Moi, honnêtement, là, si j'avais aucune figurine à peindre, tu me donnes 2 ans, mais je fais une armée de Cities of Sigmar gigantesque, hein. Oh, ok, ça va coûter 800 €, mais waouh! Ouais, c'est vraiment complètement dingue, hein. Ces deux géants qui traballent une porte géante. C'est complètement fou et c'est pas fini parce qu'on trouve également des galants, hein, les galants des Free Guild, bah, qui sont tout simplement des énormes chevaliers armurés à l'ancienne, hein. On est tout simplement sur de l'espèce de bretonien 2.0. Bah, très cool, hein. Très cool. Là, tu te dis, ok, limite, ça ferait un peu pitié par rapport à tout ce qu'on a vu avant, mais quand on y regarde de près, mais tout est impeccable, hein. Et j'aime beaucoup, moi, le dessin de ces armures. Ça réinvente vraiment l'armure de plaque, quoi. On n'est pas du tout dans. On reste en fait avec des standards qui nous viennent tout droit de notre histoire à nous, hein, le médiéval européen, mais c'est redessiné, c'est beaucoup plus découpé, c'est beaucoup plus biseauté, c'est beaucoup plus pointu, c'est agressif, hein, tout ça, c'est agressif. Voilà, on a un casque avec une tête de dragon, c'est de toute beauté, quoi. Donc bah on a ça et on a également des tout nouveaux grenadiers, donc cette fois une troupe vraiment d'infanterie de base, donc qui est en droite lignée en fait de tout ce qu'on a pu voir en termes d'infanterie chez les Cities of Sigmar, cependant avec des options d'armement qui changent. Bah, là encore, ça ne déçoit pas. Il y a des poses très sympas. Il y en a un qui est carrément en train de jeter une bombe. Il y en a un avec un lance-flamme. On dirait vraiment le truc que tu as fabriqué toi-même dans ta grange. C'est tout à fait stylé. C'est voilà. Cities of Sigmar, là, les mecs, on n'était pas prêts. Moi, je l'étais pas en tout cas. Bon, naturellement, il y a toute la logistique qui va avec. On retrouve une Spearhead qui regroupe beaucoup des personnages précités ainsi que bah, les 2 unités d'infanterie toutes neuves, hein. Donc, ça vous donne une Spearhead flambant neuve avec des nouvelles règles et des nouvelles fixes. Ça fait bien plaisir. On retrouve une autre Spearhead qui, cette fois, fait appel à des références plus anciennes, hein, bien que là, on ne parle que de figurines flambant neuves pour la plupart. Mais tout ce qui est sorti en City of Sigmar, mais ça défonce, quoi. Ça défonce, quoi. Et quand là, en fait, après coup, je me suis fait un peu une review de toute la gamme existante. Mais quelle armée, hein, quelle armée. À vrai dire, ça a été une piqûre de rappel pour moi. À l'annonce, moi, des premiers City of Sigmar, honnêtement, j'avais pris une baffe pas possible. J'avais pris 2 baffes à AOS, hein, en V3, c'était eux et les Séraphons. Bah là, les mecs, ils sont venus, mais enfoncer tous les clous. La gamme, elle est désormais gigantesque, quoi. Et il y a tellement de QG, tellement de persos différents. Tous les mages, ils sont incroyables. Et allez, ouais, pour finir, on a même un petit régiment de renom qui fait sa réapparition. Là, honnêtement, mes souvenirs sont un peu confus. Je sais que j'ai déjà vu ces figurines, mais je me rappelle plus sous quelle forme elles avaient prise. Est-ce que c'était pas à l'époque une bande Warcry? Mais encore une fois, bah, une escouade de toute beauté, Dark Med jusqu'au bout des ongles, avec des chiens de guerre de partout.
c'est un truc de malade, quoi. Et cette gamme des Cities of Sigmar, outre le fait d'incarner une des plus belles armées AOS qui soit, c'est également un puits sans fond pour nos kit bash, hein. Je pense particulièrement aux joueurs de 40 000 impériaux qui aiment incarner tout ce qui est agent de l'Imperium, bande d'inquisiteurs, suite de libres marchands, etc. Tout ce qui est finalement dans le corps le plus thématique de l'Imperium en termes de modélisme, bah là ici il suffit de se baisser pour ramasser, hein, bon, de dépenser quelques centaines d'euros aussi par là même, mais les idées elles sont inépuisables du côté de cette gamme Age of Sigmar, hein. Là si vous voulez faire de l'inquisiteur, du zélote, du fanatique, du prêtre, de l'interrogateur, mais il y a absolument tout, quoi. Vous pouvez tout faire avec cette gamme Age of Sigmar. Bon, bah voilà, les gars, vous l'aurez compris. Moi, la grosse claque de la soirée, ça aura été ça. Mais quel bonheur! Quel bonheur, en fait, de voir ça, hein. C'est... AOS n'en finit plus d'être le plus beau jeu de figurines du monde. Et là, honnêtement, je trouve qu'ils n'ont jamais été autant, mais c'est hyper dangereux en fait ce qu'ils font, hein, en termes de parti pris, en termes de direction artistique. Là, tu te dis, le château qui marche, ça pourrait être complètement ridicule. Et quelque part, ça l'est. Quand tu lis le lore du machin, ça n'a aucun sens en fait. C'est complètement fumé, quoi. Mais on est dans AOS, on est dans un exercice de la fantasy qui a tendance à un peu tout réinventer. Et moi, là, c'est un travail que je salue. Enfin, je me prosterne devant ça, hein. Pour moi, là, c'est vraiment la clé de voûte du style quand tu es sculpteur de figurines, quand tu crées des figurines, quand tu crées l'histoire d'une faction. Là, on est vraiment dans quelque chose de phénoménal, quoi. Ça défie toutes les lois de la fantasy telle qu'on l'a toujours connue. Et moi, là, cette prise de risque totale, honnêtement, je trouve que c'est un des plus gros moves que Game Workshop ait fait depuis longtemps, hein. C'est tout simplement fabuleux. Ça fait rêver, on a envie de tout avoir, mais là, les gars, on parle de figurines, mais à peindre... Là, c'est du lourd, hein. Tous ceux qui ragent un peu sur leur parture de l'armée de Grande KT, là, on est encore plus difficile, hein, les mecs. Et ne serait-ce que peindre une de ces forteresses sur pattes, là, c'est une aventure à part entière. Mais je meurs d'envie d'en faire, hein. Là, là, ils ont éveillé un truc en moi. C'est chaud, hein. C'est chaud. Là, je m'y résous, je ne peux pas, tout simplement. Mais quelle baffe en pleine figure. Là, c'était tout simplement magnifique. Donc, longue vie aux cités de Sigmar. Je vous envie, vous qui avez commencé cette armée il y a maintenant 3-4 ans peut-être. Là, ce qu'ils vous ont offert, les mecs, c'est tout simplement... c'est faramineux. C'est complètement dingue. Ça va se payer cher, mais je crois que ça va se payer avec grand plaisir également. Bon, mais apparemment, ça ne suffisait pas, hein. Et là, petite dédicace aux gars qui étaient assez nombreux, fut un temps, qui disaient que AOS était en train de mourir. Ouais, j'ai déjà entendu parler de cette théorie. Là, ils nous sortent encore une nouvelle boîte de Spirit cette fois, donc qui inclut des cités de Sigmar flambant neuves, je vais pas refaire le détail de tout, et qui font face au fameux clan Eshin des Skaven, qui était très très attendu. Alors il y a une énorme vibe Mordheim, hein, dans tout ça, que ce soit tout en fait, dans le côté complètement grimdark, dark med, dans l'habillage global du truc, même le tapis, hein, le tapis de jeu, il fait terriblement Mordheim, ainsi que les petits éléments de décor, pas très nombreux cela dit, et surtout en face de nos amis des cités, hein, toujours aussi magnifiques, on a une bande Skaven qui est à tomber par terre, hein. Honnêtement, toutes les nouveautés Skaven, la sortie depuis Scaventine, c'est une tuerie sur toute la ligne. Là, ce clan Eshin qui est vraiment le plus emblématique d'entre tous, hein. On parle de Skaven assassin. Moi, mais que ça
tue, quoi. Ils ont tous un look, mais complètement vicieux. Ils sont tous encapuchonnés. Ils ont tous des lames. Mais c'est le genre de lame que si elle s'enfonce en toi, elle n'est pas créée pour autre chose que la douleur, avec du petit poison qui ruisselle au bout. Le QG, le grand chef, là, il est incroyable. Il s'appelle le Deathmaster. Il est sur un petit socle scénique. Il est de toute beauté. Il transpire véritablement le poison. Les lames sont affûtées, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Oh là 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 là, ça fait tellement plaisir, quoi. Ça fait tellement plaisir. Donc même si je ne suis pas un joueur de Spearhead, mais là, putain, mais t'as tellement envie d'y aller. Mais j'ai toujours eu envie d'y aller, mais pareil, le temps. C'est ouf, ça. Moi, faut que j'apprenne à jouer à Horus Heresy, faut que je fasse du Blood Bowl. J'ai tellement de trucs à faire, c'est pas possible. C'est pas possible, j'en peux plus, Warhammer, laissez-moi tranquille, quoi. Ils sont trop beaux, ces Skaven, nom de Dieu. Oh là là, putain, elle tourne mal cette émission là, tu vois, j'étais en mode ok, je suis résolu, je vais pas m'emporter et là, je suis en train de revoir toutes les photos, mais c'est incroyable, hein. Incroyable. Donc AOS, le jeu en train de mourir, ok, cool story, bro. Non, non, ça se peut pas, hein. Ça se peut pas, là, vu tout ce qu'il nous offre. Mais c'est génial, en fait, que Games supporte à autant ce jeu. Même si, ouais, on sait que c'est beaucoup moins joué qu'un autre ou quoi. Je sais pas trop si c'est moins joué que Old World ou pas. Old World, ça fait quand même un joli carton, hein. Du moins en termes de jeu, pas forcément en termes de vente de figues, je pense. Mais AOS, là, mais putain, ça bousille tout, hein. Plus j'en parle et plus ça me plaît. Bah, en plus, en ce moment, je suis en train de relire ce magnifique livre de la V4, là, dont la partie lore est véritablement un chef-d'œuvre. Bon, j'ai vraiment envie, hein. J'ai vraiment envie de plus en plus. Donc, les gars, mission 2027, ce sera quand même AOS, hein, je pense. Et il faut vraiment que j'y aille, quoi. Tout ce que je vois, ça me retourne, hein. Ça me retourne, donc pourquoi pas commencer par du Spearhead, on verra bien, ça pourrait être très bien le penchant médiéval de ce que je fais comme petit projet à Board in Action, par exemple. Une Spearhead, c'est pas la mort à peindre, et là, bah oui, quand je vois la Spearhead Skaven, mais oh, j'ai envie de peindre du Skaven, les gars, j'ai envie de peindre des souris. Vite, au secours, il est temps que cette émission se termine, et on va d'ailleurs la terminer par ce qui aura été l'absence de surprise, mais en même temps le truc le plus attendu, c'est l'annonce de la version 11 de Warhammer 40 000, donc une annonce qui traditionnellement se fait via un petit trailer cinématique. Toujours aussi quali, hein, y a rien à dire. Quoique ici en termes de mise en scène, j'y ai pas trouvé. J'ai trouvé ça en dessous, par exemple, de ce qu'ils avaient fait pour Léviathan ou même de ce qu'ils avaient fait pour Scaventide, par exemple, qui était un trailer mais de malade mental. Bah ici, Armageddon, hein, une fois de plus, on y retourne, on y est toujours. Armageddon, cette V11 dans son contexte, elle va prendre place juste après le supplément de campagne dédié à Yarick, un Yarick qui naturellement, comme dans toutes les guerres d'Armageddon, se met à appeler du renfort. Et parmi ces renforts, naturellement, on aura de l'Astartes. Et dans ce trailer, on voit majoritairement du Blood Angel pour mon plus grand plaisir, mais qui va être accompagné également de quelques ultramarines. Donc apparemment, il y aura également du Salamanders, du Space Wolves, etc. Donc voilà, on y est, c'est la révélation de la V11, la boîte, hein, avec son illustration qui rend hommage à la couverture de la V2. Une V2 que j'estimais être beaucoup plus jolie, moi, en termes de dessin, c'est surtout en termes de rendu ici. Il y a une espèce de rendu toujours un peu 3D infographie, hein, dans ces nouvelles artworks que je trouve nettement moins mignon. Mais on y est les gars, ce sera Blood Angel versus Orc. Donc dans la cinématique, naturellement, on a tous les détails du monde pour voir ce qui potentiellement nous arrivera dans la Cheutron en matière de figurines. Donc on a un chaplain à réacteur, on a vu du Blade Guard, on a du vétéran Vanguard à réacteur. À vrai dire, du côté de la gamme Space Marine, en vérité, il n'y a plus grand chose à faire. Il manque quoi ? Pas grand chose. Les Vanguard vétérans, certes. Allez, les scouts à moto, les centurions, vraiment des petites unités de niche comme ça. Ici, je pense qu'en fait, cette V11, côté Space Marine, elle va pas réinventer la poudre. Je pense qu'on sera sur des figurines
très familière, voire trop familière. Il y aura pas de vraies nouveautés. On voit un petit land speeder, donc je ne sais pas si ce sera une déclinaison supplémentaire du speeder Primaris, hein, du Storm Speeder, ou tout simplement de la résurgence de ce bon vieux land speeder Firstborn qui serait remis à l'échelle. Bon, en tout cas, dans la boîte, il y aura un land speeder, ça ne fait aucun doute. Mais du côté SM, je pense pas qu'il faille s'attendre à quelque chose de révolutionnaire. On va être sur quelque chose de très très classique avec du marine tactique, enfin de l'intercessor. Un intercesseur qui nous a été révélé d'ailleurs. Bah ok, ouais, c'est un intercesseur. Alors, ils nous vendent le fait que désormais, voilà, à cause de l'attrition que les primaris ont subi, les armures sont un peu recomposées avec divers éléments. Donc voilà, ici on voit un intercessor avec un casque MK7, avec des jambières qui n'ont plus d'espèce de genoux là armurés. Ouais, bah on le savait déjà, ça fait déjà bientôt 2 ans que c'est en cours dans tous les kits de Space Marine récents. Le premier d'entre eux a été le kit de Stenguard d'ailleurs. On retrouve différents types d'armures un peu mixées et cela pour notre plus grand bonheur. Je vous en avais longuement parlé dans l'émission qui s'appelait La parenthèse Primaris, une émission qui me paraît être un peu prophétique maintenant que j'ai cela sous les yeux. Donc côté SM, faut pas s'attendre à des dingueries. Je pense que ce sera quelque chose de très générique. Qui ne sera pas du tout marqué d'ailleurs du sceau Blood Angel, hein, c'est une boîte de base, donc on aura juste à les peindre comme on veut. Par contre, du côté des orques, on aura sans doute des trucs un peu plus excitants, et à vrai dire, ce nouveau modèle de boy qui nous est révélé, il est très encourageant. On est à mon avis au-dessus du kit de boys qui nous est offert à l'heure actuelle, un kit quasiment easy to build d'ailleurs. Ici, tant qu'à avoir de l'easy to build, celui-là m'a l'air quand même bien mieux fichu. Et donc du côté de l'orc, on va avoir probablement un nouveau Psyker, hein, on le voit bien en action, il fume du Space Marine avec une énorme explosion d'énergie warp. Donc on aura un nouveau Psyker, on aura naturellement des boys. Je me souviens plus trop ce qu'il y a dans le trailer, mais il me semble qu'on voit une espèce de chef sur Squigot, ou du moins une espèce d'artilleur sur un Squigot, enfin du moins une grosse créature. C'est assez difficilement discernable pour le moment. Bon, en tout cas, voilà, une boîte de base. Moi, là, pour l'instant, qui me sauce pas de fou. Je veux dire, des Space Marines, j'en ai tellement bouffé qu'au bout d'un moment, il est peut-être temps d'abattre le clap de fin. On verra si Games Workshop parvient encore à m'avoir avec des nouvelles figurines de Space Marine. Mais si j'étais sage, honnêtement, soyons honnêtes, il faudrait vraiment que j'arrête de faire du Space Marine, hein, tout simplement. J'en ai trop, je les ai même pas finis. J'en ai trop. Tout ceci risque bien un jour de faire son apparition sur la rubrique brocante du Discord Ruralameur. Les seules petites annonces qui vaillent le coup. Bon, écoutez les gars, c'est tout pour cette émission. Et oui, je m'arrête là. Je ne parlerai pas de ce qui nous a été révélé, enfin en tout cas, plus ou moins révélé en termes de règles. Ils nous ont teasé 2-3 trucs à propos des règles de la V11. Je vais pas en parler maintenant, je garde ça pour plus tard. Parce que pour plus tard, ce qui va se passer, c'est que mon mécontentement par rapport à la V10, il va falloir que je vous en parle. Parce que ce mécontentement, il a des raisons. Il a même des raisons scientifiques. J'en ai marre de Warhammer 40 000 et je vais vous le prouver scientifiquement. Bon, naturellement, je risque de énormément bitcher sur cette V10. Et moi, la V11, honnêtement, je vais pas vous mentir. Pour moi, elle a des allures de dernière chance. Alors, dans ce qui nous a été révélé, un des premiers mots affichés, ça a été narrative. Ok, on n'en sait pas plus. Il y a une espèce de promesse comme ça que les parties soient plus narratives. Ça passe pour l'instant par quelques détails. On n'en sait trop rien. Mais ouais, les gars, il faut que ce soit plus narratif. Sinon, moi, je m'en vais. C'est devenu aussi simple que ça. La V10 me saoule au plus haut point. Je vous en parle très très bientôt en détail. Et vous verrez que ce n'est pas un peu du caprice de star de ma part. Il y a des choses qui rentrent en complète contradiction avec l'exercice du jeu tel que moi je le mène et tel que moi je le souhaite. Bon là j'ai vu marqué narrative en grand pour cette V11. Ouais, ok les gars, allez-y, je vous attends de pied ferme à ce sujet. Du narratif, ok, j'en veux. Et s'il n'y en a pas,
Et bah, peut-être qu'on fera autre chose sur Ruralammer, tout simplement. Donc c'est tout pour cette petite émission dédiée aux nouveautés de l'Adepticon. Une émission détente pour ma part. J'ai rien préparé. Voilà. Ça se passe bien. J'espère que ce simple petit divertissement vous aura plu. J'espère que vous partagez mon enthousiasme au sujet de toutes les tueries énoncées, que ce soit la Solar Auxilia, les Cities of Sigmar, les petits Skaven. Tout ceci était absolument faramineux. Je suis plus tiède concernant tout ce qui va toucher à Armageddon. Honnêtement, ça ne m'intéresse que très moyennement tout ça. Mais néanmoins, là, l'éditeur, il s'est pas foutu de nous. C'est une énorme vague de nouveautés avec une technique complètement chaotique, certes, mais on en a quand même pris pour notre grade. Bon, c'est tout pour la petite émission de cette semaine qui se veut beaucoup moins préparée que d'habitude. Faut respirer un peu, les mecs. De temps en temps, il faut se détendre également. Ça m'a détendu, moi, de parler un petit peu des nouveautés de Warhammer 40 000 et bien d'autres en votre compagnie. Portez-vous bien, les gars. Profitez du retour des beaux jours, même si là, on est dans une parenthèse complètement polaire. C'était délirant. On a perdu 15 degrés en une journée. C'est devenu vraiment débile, quoi. Portez-vous bien. Cependant, venez nous retrouver sur le Discord, participez à la petite micro-économie du podcast via ses diverses affiliations, que ce soit en faisant vos courses chez My Hobby Place ou chez Arrakis Miniatures pour acheter des figurines et des décors à moins 15% avec le code RURAL15. RURAL15, 15%, absolument. Je vous fais des bisous les amis et je vous dis à très très vite. Salut!